Merci. Merci, Soula. Je veux parler pour notre région un petit peu Hearst, Kapuskasing, Timmins, donc le Grand Nord. J'aimerais faire la reconnaissance des territoires. Je tiens d'abord à souligner que nous nous trouvons sur un territoire visé par le traité numéro 9 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Ojikri, Mushkegowuk, Cri, Algonquin et Métis. Maintenant, j'ai l'honneur de présenter Sénab Sougal. C'est une candidate au doctorat de l'École des sciences de l'Université d'Ottawa. Elle est infirmière clinicienne spécialisée et certifiée en psychiatrie et en santé mentale. En plus, elle est professeure à temps partiel. Sénab possède une vaste expérience en clinique et elle a œuvré dans le milieu hospitalier et en éducation. Le sujet de sa thèse est la santé mentale de la minorité linguistique franco et plus particulièrement la santé mentale de l'âge scolaire des enfants. Donc, sans plus tarder, Sénab, je te passe la parole. Sénab, on n'entend pas ton micro. Désolé, si tu veux allumer ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et de partager mes connaissances sur un sujet qui me passionne énormément. Et puis, je remercie également par un partenaire en éducation d'avoir organisé ce webinaire et j'apprécie votre support. Tout d'abord, comme que Paul a dit, je vais prendre un peu de temps à me présenter. Donc, brièvement, je suis arrivée dans les années 90 dans la région d'Ottawa. J'ai fait mes études secondaires et universitaires ici à Ottawa, ainsi que mon doctorat présentement. J'ai une pratique de 13 ans en tant qu'infirmière clinicienne en santé mentale et psychiatrie. Et puis, comme que Paul avait dit, j'enseigne aussi à l'Université d'Ottawa. Dans ma vie personnelle, je suis une maman de 5 enfants de 6 à 19 ans qui ont fréquenté l'école franco-ontarienne, d'où l'intérêt pour mon sujet de recherche qui porte particulièrement sur l'école franco-ontarienne et les besoins des parents. Donc, avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, je voudrais partager pourquoi j'ai fait le choix de ce sujet. Tout d'abord… Juste pour interrompre juste un moment, est-ce que tu pourrais trouver la fonction présentation? C'est juste en bas à droite où tu as ton curseur, c'est juste un peu à droite parce qu'on ne peut pas vraiment lire. Sinon, moi, je peux partager. Fonction présentation en bas de mon curseur. Oui, où le curseur est, c'est juste à côté tout en bas à droite, à côté de les pourcentages. Non, je ne vois pas. Si tu voudrais partager, oui, je vais partager alors. Et si, oui, tu me dis quand changer la diapo. Parfait. Merci. C'est bien, vous voyez? Ouais, ça c'est mieux. Super, fantastique. Et là, tu peux voir tout le monde, c'est mieux. OK. Ah, tu peux le changer. Un peu plus. Oui, c'est là. Donc, la raison, le diapo suivant, s'il te plaît. Donc, pourquoi que j'avais choisi ce sujet? Ce sujet, effectivement, il est mon domaine d'intérêt, mais également, j'avais remarqué qu'il y avait certains parents qui étaient aux prises avec des enfants qui étaient dits avoir des comportements perturbateurs. En tant que parent, j'étais engagée en tant que bénévole dans un conseil scolaire de la région. C'était en 2009 et depuis ces temps-là, j'ai eu un intérêt particulier d'avoir plus d'informations sur ce sujet et puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et puis comment je pourrais les aider.
Donc, de plus en plus, ce sujet m'a intriguée. Il est devenu mon sujet de recherche à la maîtrise. Il est aussi présentement mon sujet de recherche au doctorat. Et particulièrement, mon intérêt, c'est de savoir les expériences des parents par rapport à ça. Donc, en faisant un peu plus de lecture et lisant sur le sujet, j'ai remarqué que c'était une préoccupation actuelle. Récemment même, comme vous pouvez le voir sur l'écran, en janvier 2031, il y avait un manifeste qui a été écrit par 45 pédiatres qui sonnaient l'alarme sur la question de consommation des médicaments, particulièrement le Ritalin, et puis qui se questionnaient par rapport au diagnostic et les processus liés à cela. Puis, j'ai remarqué également aussi que c'est un sujet vraiment très controversé, où il y avait des débats très polémiques. Dans mon expérience d'engagement en tant que bénévole, j'ai remarqué que les discours entre les parents et les personnels enseignants étaient très différents. Donc, je voulais comprendre c'est quoi les ressentis de chacun de ces groupes-là et puis d'aller un peu plus en profondeur. Donc, avant de rentrer, avant de rentrer dans notre discussion, j'aimerais bien entendre certains parents. Que savez-vous sur le TDAH et comment vivez-vous présentement le TDAH de votre enfant ou de vos enfants en temps de pandémie? C'est peut-être une bonne question pour le chat. Je ne sais pas si, étant donné qu'on est beaucoup, ou peut-être juste une ou deux personnes. Okay. Parfait. Tu peux avancer. On peut commencer alors. Est-ce que tu veux que les gens répondent par chat? Oui, j'aimerais bien connaître avant qu'on entame vraiment, juste pour avoir leur perception. Je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il y a plusieurs parents qui ont donné de leur temps. Mon but principal pour ce soir, ça ne va pas être vraiment très informatif, mais ça va être comme une discussion qu'on va engager, puis aussi de comprendre c'est vraiment quoi les besoins pour dans le futur, comme que j'avais proposé à Soula, de faire un webinaire vraiment qui répond bien aux besoins des parents qui sont là ce soir. Et puis, je vais entamer plus tard avec les contenus que j'ai préparés. Est-ce qu'il y a eu des parents qui ont répondu? Ah, je vois dans les chats qu'il y a... Bon, on va passer au suivant alors. Nos parents sont un peu timides. C'est un peu compliqué quand on a des TDAH d'essayer d'écrire, d'écouter, puis de... Puis là, je vois qu'il y a une main levée, peut-être prendre Madame Valérie qui est là. Nous, on a une famille, le père et la mère et les 3 enfants qu'on a ont le TDAH. On a aussi d'autres comorbidités avec des troubles d'apprentissage à différents niveaux. En tant que mère qui a le TDAH, qui n'était pas médicamentée en étant jeune, qui est devenue médicamentée à la suite, on a été diagnostiqués en tant qu'adulte. C'était pas super populaire dans notre temps. Et c'était grâce au diagnostic de nos enfants qu'on a été diagnostiqués. Puis durant la pandémie, il y a des hauts et des bas. Donc, parfois, c'est surtout si on a besoin beaucoup de routine, de constance, des choses un peu plus prévisibles. Et avec la pandémie, c'est pas ce qu'ils nous donne. Donc, c'est très difficile des changements constants. Fait que c'est définitivement quelque chose qui est en partie génétique et que tu nais avec. C'est pas quelque chose que tu... Ce qu'on sait, c'est qu'on a vraiment appris, c'est que c'est pas quelque chose que tu peux attraper. C'est pas la faute de la façon qu'on essaie d'éduquer nos enfants ou non. Donc, c'est très... puis nous, on a tout le TDAH, on n'a pas le TDA. Puis chacun se présente différemment. Il n'y en a pas un pareil dans la famille. Donc, c'est ça, un peu. Là. Merci. Je vois aussi, est-ce que c'était Eric et... Est-ce que je ne vois plus les noms? Mais je sais qu'il y avait un Eric avec la main levée, si vous voulez partager. Oui, allô? On nous entend? Parfait.
Donc, bon, dans notre cas, nous, on a 2 enfants. Notre garçon, il a 9 ans, notre petite fille a 6 ans. Dans la famille, c'est moi qui ai le TDAH, avec d'autres petits problèmes comme stress post-traumatique dû à mon service militaire. Donc, quand on met tout ça ensemble, des fois, ça peut être une petite recette pour un petit désastre. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour ce qui est de la pandémie, notre garçon a été changé d'école. Il a été à Répit Transit à Gloucester pendant presque 4 mois. Il a été pris en charge par l'équipe là-bas. Il y a eu des beaux, beaucoup de succès là-bas. Ils ont donné beaucoup d'outils pour être capable de c'est devenu les écoles en ligne. Donc, c'est un petit peu difficile à gérer. Que quand c'était en présentiel. Puis plus qu'on parlait, Nancy C, le micro il est allumé. C'est difficile de t'entendre. Ça coupe beaucoup, au moins pour moi. Hein? Il y a une Nancy que son micro il est on. C'est ça, fait qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est sûr que le soutien qu'il y avait à l'école, ben il l'a plus parce qu'il n'y a pas de soutien comme tel en ligne. Oui, il y a une discussion avec sa TES 1 à 2 fois par jour, mais c'est pas, je dirais pas que ça l'aide. C'est plus comme un moment de distraction dans sa journée. Genre, Éric, désolée d'interrompre. Je pense que c'est très difficile à t'entendre. Continue à l'épauler dans tout ça. Et voilà, merci. Merci pour ton partage. Merci beaucoup, Éric et Valérie. C'était vraiment bien d'entendre. Personnellement, je vais commencer avec les contenus, puis je vais expliquer un peu plus tard. Donc, c'est quoi tout d'abord le TDAH? Je crois que nos 2 interlocuteurs ont bien décrit vraiment ce que c'est. Donc, c'est un trouble neurologique. Elle est composée de l'inattention, de l'hypertension et puis de l'hyperactivité et de l'impulsivité. C'est une affection qui touche le plus souvent, qui est diagnostiquée le plus souvent pendant l'enfance, puis la prévalence mondiale se situe entre 3 à 7%. Et puis, c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein. Déjà, en 1775, on parlait déjà de manque d'attention et puis on décrivait certains de ces symptômes. On disait que la personne manquait d'attention, qu'elle était imprudente, qu'elle était négligente, qu'elle était agitée. Donc, c'est pas nouveau comme tel. Puis au Canada, quand j'ai commencé à faire ma recherche, j'ai remarqué qu'il y avait une grande variabilité au niveau de la prévalence des TDAH d'une province à une autre et puis d'un territoire à un autre. J'ai remarqué que cela est dû vraiment à cause que le système de la santé et de l'éducation est sous la responsabilité des provinces, du gouvernement provincial. Donc, la tranche d'âge qui est estimée au Canada, qui est la plus prévalente au niveau de l'utilisation des médicaments, est celle qui est de 10 à 12 ans. Et puis, on estime à 6,97%. Par contre, j'ai retrouvé
une étude récente qui a été faite en 2017 qui disait que 5 points, qui a pris un échantillon de 10 000 sur 250 dossiers médicaux des personnes âgées de 1 à 24 ans. Et puis, il voulait savoir la prévalence des TDAH, et puis c'était estimé à 5,4. Et puis, la majorité, 70% des patients atteints de TDAH étaient sous médication prescrite, soit des stimulants ou de non-stimulants. Soula, tu peux avancer? Donc, la tendance est plus présente parmi les garçons. On dit que c'est de 6 à 9 garçons par fille qui sont référés, étiquetés et puis médicamentés. Et puis, selon les écrits aussi, on dit que 30 à 80% des symptômes sont persistants à l'adolescent. Et puis, on dit aussi, selon les écrits, que 50% des enfants ayant les TDAH évoluent de façon positive à l'âge adulte. Et puis, on estime que présentement, particulièrement en Ontario, qu'il y a eu une augmentation de 6,6% par année entre 2007 à 2013 en ce qui concerne les dépenses pour la médication des TDAH, ce qui correspond à une hausse de 28% sur 6 ans. Ceci est les dernières données que je peux obtenir selon les écrits. Je n'ai pas de nouveaux qui sont plus récents. Et par ailleurs, en faisant ma recherche, j'ai remarqué aussi qu'il y a peu de données, particulièrement pour la population franco-ontarienne. Les écrits reliés au niveau de la santé mentale sont vraiment, vraiment très limités. Donc, c'est ça aussi qui m'a poussé vraiment à être un peu plus intriguée puis à vouloir chercher plus à comprendre ces phénomènes. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Donc, les causes sont vraiment inconnues. On parle biologique, que ce soit génétique, neurologique et autres. On dit aussi que c'est multifactoriel, c'est relié à l'individu. Quand j'ai dit facteur individuel, je parle de caractéristiques de l'enfant, soit l'âge, les sexes, comme vous avez vu, selon les données que j'avais mentionnées un peu plus tôt. On disait que c'était de 6 à 9 garçons qui sont diagnostiqués. Et puis, selon les écrits, on a dit que presque, en ce qui concerne l'âge, c'est un grand prédicteur. On dit que, par exemple, dans une étude récente qui a été faite aux États-Unis, que plus 30% les enfants qui sont vraiment sur les bords de la date de naissance, de l'entrée à l'école, 30% sont portés à recevoir un diagnostic et une prescription par rapport à leurs pairs qui sont un peu plus âgés, qui sont inscrits dans la même classe. Au niveau du genre, on disait que les garçons sont référés, diagnostiqués et médicamentés plus que les filles. Et puis, en revanche, selon les données générales de la population, on dit que cela est relié plus au niveau de la perception entre les genres. L'hérédité est aussi un élément qui est vraiment important. On dit qu'on remarque 5 à 10 fois plus la présence de ces diagnostics. Et on associe à 60 à 90% de la provenance de la génétique. Et il faut aussi que je mentionne au niveau des facteurs individuels que ce n'est pas simplement le TDAH qui est présent chez ces personnes, la personne qui a le TDAH. Il y a d'autres maladies qui rendent vraiment la situation un peu plus complexe, que ce soit des maladies intériorisées ou extériorisées. On parle de l'anxiété et autres. Selon les recherches que j'ai faites, on dit que c'est seulement 32% des personnes qui souffrent de TDAH qui sont vraiment traitées. Donc, il y a aussi un travail à faire sur ça.
Et au niveau des facteurs familiaux, on parle de la structure familiale, les antécédents de la famille, s'il y a des présences de maladies de santé mentale à l'intérieur de la famille. Quand je dis structure de la famille, on parle, est-ce qu'il y en a des situations de monoparentalité, le nombre d'enfants qui se trouvent dans une famille, le conflit familial, et puis les problèmes entre le couple, et aussi les questions d'attachement de l'enfant par rapport aux parents. Ah, il y a d'autres éléments qui viennent d'apparaître récemment dans les études. On parle du temps d'écran, particulièrement avec la pandémie, on voit. On parle de jeux vidéo et puis aussi de la télé. Puis aussi, au niveau des facteurs individuels, on ajoute le rythme de la vie qui est accéléré. C'est un changement qui est vraiment remarqué au niveau individuel. Donc, au niveau environnemental, est-ce que j'ai passé au niveau familial? Oui, je crois. J'avais mentionné certains éléments. Oui, j'avais parlé de la structure familiale, la situation aussi socio-économique de la famille, le conflit conjugal, puis le soutien entre les conjoints et l'entourage. J'ai parlé aussi des problèmes de santé mentale, particulièrement la dépression et l'anxiété quand c'est présent dans la famille. On ne parle pas vraiment, on l'a regardé au niveau social comme au niveau de comportement, de modélisation de comportement. On dit que selon les recherches, les mères qui ont des problèmes de dépression, on remarque chez leurs enfants presque 50% la présence de TDAH. Les conditions de travail aussi, c'est relié. Certains parents sont moins présents ou au niveau de la structure et de la gestion de la discipline. Au niveau des caractéristiques familiales aussi, on a mentionné dans les écrits les caractéristiques des parents, l'âge, le sexe, le lieu de naissance. Particulièrement quand on parle de lieu de naissance, on parle, la question d'immigration fait partie de cela. Il y a aussi la scolarité. Plus on a un niveau d'éducation, plus les parents ont tendance à chercher l'aide et à mieux gérer la situation. On parle aussi au niveau des facteurs familiaux, de compétences parentales, comment les parents se sentent par rapport à son sentiment d'efficacité au niveau de son rôle parental. Donc, les deux autres facteurs qui sont les facteurs environnementaux, la pollution, dans les écrits a été mentionné à plusieurs reprises, le quartier que la personne habite, et puis aussi, si par exemple on est proche d'une autoroute et autres, les plastiques, présentement ils ne sont plus sur les marchés, mais le fait qu'on utilise des affaires des contenants qui sont plastifiés. Au niveau des facteurs sociaux, l'élément qu'on a mis plus l'accent, c'est l'effet de vivre dans la pauvreté, qui était un élément qui est ressorti à plusieurs reprises dans les écrits. Donc, au niveau des symptômes, il y a 13 manifestations du TDAH qui sont relevées. On parle très souvent dans la lune, être distrait facilement, oublier ses affaires souvent, passer très rapidement d'une activité à une autre, avoir des problèmes d'orientation, éprouver des difficultés, courir partout, toucher, jouer avec tout ce qui se trouve dans son environnement, parler sans cesse, etc. Donc, ces éléments sont les manifestations les plus communes pour le TDAH. Par contre, le processus de diagnostic se base sur le DSM. Présentement, on est rendu au DSM-5. On doit observer chez l'enfant les symptômes, au moins 3 à 6 symptômes pour une période de 6 mois.
il pourrait qu'il y ait certaines personnes qui aient ces symptômes, pour autant que ce n'est pas vraiment considéré quelque chose qui influence vraiment le fonctionnement de la personne. Ceci peut démarrer des symptômes. Mais l'observation sur une période est vraiment appréciée. Et puis, les diagnostics est fait par les médecins de façon générale, mais très souvent, selon les écrits, on dit que c'est les enseignants qui remarquent les comportements qui sont un peu inadéquats de l'enfant. Donc, au niveau des traitements, principalement, il y a la thérapie, la pharmacothérapie et les interventions multimodales. Selon les écrits, on dit que les approches préférées par les parents, très souvent, est 11% pour la pharmacologie, les approches comportementales, c'est 28%, et les approches multimodales, c'est 25%. Et puis, aucun, ça se situe à 36%. Donc, c'est vraiment très divisé. Mais ce qu'il faut savoir aussi que pour la médication, il y en a deux classes principalement. Il y en a les psychostimulants et les non-psychostimulants. Ceux qui sont les plus populaires, très souvent, ce sont les stimulants. Particulièrement, je ne sais pas si les gens ont entendu, les Ritalin, les Concerta, qui sont les plus populaires. Il y en a aussi Adderall qui s'ajoute dans la liste. Et puis, selon les écrits, il a été dit qu'il y a d'autres formes de médicaments qui sont prescrits, particulièrement comme des antidépresseurs et des antipsychotiques qui sont prescrits pour gérer, dans certains cas, les affections qui sont reliées à ces maladies et les autres comorbidités. Et puis, dans les années 90, les traitements qui étaient les plus populaires où la recherche a été menée très souvent, c'était les médicaments. On trouvait que les médicaments répondaient vraiment à réduire les symptômes, mais également qui étaient sur les premiers plans à l'utiliser. Mais à travers le temps, les écrits ont changé. Présentement, ils reconnaissent que l'intervention pharmacologique est nécessaire pour réduire les symptômes, mais également pour améliorer les habiletés sociales de l'enfant. Il serait nécessaire d'inclure des interventions comportementales. Donc, au niveau de l'impact sur l'enfant, on parle des relations avec ses pairs qui sont plus difficiles. Compte tenu de ces symptômes, c'est très difficile d'avoir des relations un peu plus appropriées avec ses pairs. On dit qu'à court terme, chez l'enfant, on remarque des conséquences au niveau de la relation, que ce soit milieu scolaire et familial, sur les plans scolaires, comme les manifestations des symptômes de TDAH, altèrent le fonctionnement en classe. Il a souvent des problèmes à demeurer attentif, respecter les consignes, et puis il a tendance aussi à moins performer au niveau de résultats scolaires. Puis sur le plan social, il y a des difficultés relationnelles, rejet de ses pairs ou des relations difficiles avec l'enseignement qui ont parfois des attentes un peu plus différentes que les autres. Donc, l'impact sur la famille, on parle du fonctionnement. Certains écrits décrits comme un chaos. Il y a des situations qui sont difficiles au niveau de la gestion de comportement. On parle aussi que c'est un stress sur les parents. Des fois, ils doivent s'absenter de leur travail pour être plus présents pour l'enfant et s'occuper. Ils vivent l'isolement. C'est quelque chose qui n'est pas compris de son entourage, que ce soit du milieu scolaire, que ce soit de l'entourage familial. Et puis aussi, il y en a toute la question des stigmas qui est reliée avec les problèmes de santé mentale, où les gens ont tendance à garder pour eux
Et puis, très souvent dans les écrits, ça a été mentionné que les mamans vivent un stigma différé des problèmes de leur enfant. Et puis, on remarque aussi que les parents ont tendance à s'isoler et puis essayer d'éviter d'avoir des interactions avec les autres familles. Au niveau de la relation de la fraternité, les autres enfants se sont un peu délaissés. L'attention est plus dirigée vers l'enfant qui a les problèmes de TDAH. Et puis, c'est comme qu'il y en a un certain diminution de l'attention envers eux. Donc, là, j'ai vraiment terminé le contenu que j'avais pour le TDAH. Je vais essayer de vous en parler de mon projet de recherche où j'ai sollicité la participation de certains parents. Donc, mon projet de recherche et de doctorat principalement porte à comprendre ce que les parents franco-ontariens qui ont des enfants qui fréquentent l'école franco-ontarien, c'est quoi, qu'est-ce que vous viviez. Et puis, d'après ma recherche des écrits et puis aussi les 3 dernières années, j'ai vraiment pas trouvé quoi que ce soit qui est relié aux parents franco-ontariens. Donc, je voulais savoir c'est quoi qu'ils vivent. Donc, mon projet s'intitule « Études exploratoires de l'expérience des parents de l'école franco-ontarien qui ont des troubles d'attention ou avec et sans hyperactivité et par rapport à la consommation de psychostimulants. » OK, super. Alors, je vais juste enlever la présentation pour le moment. On va passer à quelques questions. Oui, alors j'en ai pris une note ici. Merci. Je veux juste aussi mentionner et apprécier tous vos partages de vos expériences. Il y a beaucoup de similarités, des problèmes d'inattention. J'avais noté des crises de frustration et que certains problèmes sont en train de se devenir un pire ou changer un peu quand ça vient à l'école à la maison. Alors, j'apprécie énormément vos partages là-dessus. La première question que j'avais vue, c'était concernant les statistiques pour voir s'il y en avait qui étaient plus récentes que 2013, mais je pense, Mme Suga, tu avais mentionné que c'était les plus récentes que tu avais pu trouver. Donc, oui. Je peux répondre à celle-là, oui. Soula, si tu me le permets. Oui, bien sûr. Depuis que j'ai commencé à faire ma recherche, que ce soit au niveau de la maîtrise ou au doctorat, mon plus grande difficulté, c'était d'avoir des données. En Ontario, vraiment, c'est vraiment rare, on n'en a pas. Comparativement au Québec, où il y a eu vraiment une implication du gouvernement du Québec, où il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites, en Ontario, il n'y en a rien. C'est une question qui est restée vraiment, qui demeure vraiment très silencieuse. J'ai travaillé aussi au milieu scolaire en tant qu'infirmière en santé mentale. Je trouvais que même s'il y avait les besoins, quand je parlais avec les parents en tant que parents qui étaient dans le milieu, c'était rare qu'on avait des parents qui venaient. Je ne sais pas si vous êtes familier, si les parents sont familiers. Je travaillais pour les Champlain Lynn. Il y a des infirmières en santé mentale. Les services sont offerts à tous les parents. Vous pouvez demander d'avoir un service de consultation avec l'infirmière pour vous aiguiser sur les services de la région. Nos consultations portaient rarement sur la question des TDAH, malgré qu'il y avait un besoin. Peut-être que les parents n'étaient pas informés ou peut-être que les parents ne savaient pas. Mais très souvent, quand je croisais les parents qui fréquentaient l'école ou mes enfants, il y avait vraiment un très grand besoin. Donc, d'où l'intérêt de savoir c'est quoi. Dans mon projet de recherche, j'aimerais savoir c'est quoi les ressources que les parents utilisent et puis qu'est-ce qu'il en manque. Récemment, depuis 2011, le gouvernement de l'Ontario a considéré la question de santé mentale des enfants comme une priorité. Et surtout les 2 premières années, il a vraiment donné le focus en 2011 sur les enfants qui sont en âge scolaire. Malgré cela, il n'y a pas eu vraiment une amélioration au niveau des services qui s'est construit en communauté. Donc, principalement, ma recherche, c'est d'être l'avocat des parents et puis de renforcer, puis de faire entendre leur voix. Et puis, j'apprécierais
vraiment que les parents, que vous participez à ma recherche pour pouvoir ressortir ces données-là. Merci. On passera à la prochaine question qui est au sujet de la différence entre les diagnoses pour garçons et filles. Et j'ai vu une main levée, so je vais revenir. Alors, la question était, est-ce que le ratio 6 à 9 garçons pour une fille est parce que les symptômes sont différents? J'en ai 4 enfants. Et puis, avec COVID aussi, on apprend plein de choses. Je crois que l'école est différente pour les garçons et les filles. Et puis aussi, je crois que personnellement, et puis aussi selon les recherches, l'école vraiment est plus difficile pour les garçons d'être assis pendant une période de 6 heures. Ce qu'on encourage vraiment, c'est qu'il y ait des activités, puis aussi qu'il y en ait une éducation différenciée pour les garçons et les filles. Principalement, ça c'est mon expérience en tant que parent, sans que ce soit scientifique. Ce que j'observe, c'est que les filles sont plus articulées à parler, alors que les garçons, ils ont tendance à bouger, à être un peu plus visuels. L'écoute n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire que s'ils ont certains symptômes qui ressemblent au TDAH, qu'ils ont forcément les TDAH. Ça aussi, dans les recherches, on a ressorti qu'il y a une confusion entre les diagnostics et les comportements de l'enfant. Ça peut être sa manière de fonctionner. On ne sait pas, il faut regarder à long terme, mais peut-être aussi mettre une certaine structure ou mettre des interventions un peu plus comportementales ou modifier son environnement physique. Donc, oui, il y en a vraiment une différence entre les garçons au niveau des TDAH. Et puis, les chiffres varient selon les études et les écrits. En ce qui concerne en Ontario, je n'ai pas vraiment eu de données. Les dernières données la dernière étude qui a été faite, c'était en 89. Ça se situait aux alentours de cela. Mais de façon générale, il y en a une très grande proportion entre les filles et les garçons. OK, merci beaucoup. La prochaine question est, est-ce que l'anxiété et la dépression sont des sources ou des résultats d'un TDAH? Peut-être un peu la relation entre les deux, si tu as des commentaires là-dessus. Bon, selon les données, les études, on dit que en plus qu'il y ait un TDAH, il pourrait y avoir d'autres comorbidités, d'autres maladies. Donc, il y en a une certaine confusion qu'on peut faire. Les TDAH est là déjà, c'est un défi, mais il y a d'autres qui pourraient être déjà présents, qui n'ont pas été diagnostiqués. Et c'est ça qui complexifie parfois les diagnostics même du TDAH. J'avais une étude qui a ressorti que on disait que seulement 31,8% souffraient des TDAH, alors qu'il y avait 10,9% d'éthique, 30,9% d'opposition, et puis on disait aussi anxiété, 38,7%. Donc, très souvent, les diagnostics des TDAH n'est pas présent à lui seul. Il y en a d'autres comorbidités qui l'accompagnent. OK, merci. Une autre question. Est-ce que la pharmacothérapie, la médication, oui, est pour la vie ou ça arrête à un moment donné d'habitude? Bon, la pharmacothérapie, comme que je disais, la maladie, c'est une maladie chronique. Donc, c'est un traitement qui va être à vie. Mais ce qui est important, et puis ce qui a été souligné dans les recherches, c'est que il y avait un dicton que j'avais ressorti qui disait que pill doesn't replace, quelque chose de ce genre-là. Il faut qu'il y en ait un deuxième traitement qui l'accompagne. Très souvent, le traitement qui est recommandé dans les écrits, c'est le traitement multimodal, qui est dirigé vers les parents, qui est dirigé à l'école, qui est dirigé aussi à l'enfant.
et puis aussi qui est dirigé comment établir des bonnes relations avec ses pairs. Donc, ce n'est pas simplement médicamenter l'enfant, mais c'est aussi complémenter avec d'autres interventions comportementales, que ce soit envers l'enfant et aussi à son entourage. Et puis, selon les écrits, j'avais mentionné au tout début dans un de mes PowerPoint, on dit que 50% évoluent de façon positive. Donc, c'est 50-50 à l'âge adulte. On dit que les symptômes les plus présents à l'enfance sont l'hyperactivité, mais à l'âge adulte, ça change. Très souvent, ça devient l'inattention. OK, merci. Passons à la question de Eric et Mélanie. Oui, juste prenons, on a juste 10 minutes qui restent, alors on va essayer de voir si vous avez d'autres questions à répondre, on peut voir à combien on peut répondre dans les prochaines 5 à 10 minutes.